Fin décembre 2008, nous effectuons nos dernières plongées en Nouvelle-Calédonie. Devant, la mer est plate, pour une fois, on peut plonger en océan. Le bateau, par sécurité, est ancré près de la barrière. Il nous faut parcourir à peu près 150 mètres à la palme, au-dessus d'un petit plateau par 10 mètres de fond. Un petit tombant nous amènera sur un deuxième plateau vers 25 mètres. En océan, c'est principalement entre la surface et 25 mètres que l'on trouve le plus de faune. L'eau est claire, la luminosité est excellente, nous avons à peu près 40 mètres de visibilité. Une loche bleue surveille son territoire, elle a bien raison. Le danger peut survenir à tout moment. Après ce plateau, large d'à peu près 25 mètres, c'est la descente vers les abysses. Ne pas rester le nez dans le corail, toujours de temps à autre regarder dans le bleu, c'est là que se trouve le gros. Rarement rencontré au large de Nouméa, il préfère en effet le nord de la Nouvelle-Calédonie, voici un perroquet à bosse. Et puis le poisson se fait rare, la lumière diminue jusqu'à se faire crépusculaire, nous descendons dans le monde des gorgones. La plupart des gorgones se reconnaissent facilement à leur forme. Les éventails verticaux, les buissons aux fines branches ou les simples fouets sont de loin les formes dominantes. Seules quelques espèces poussent sous forme de lobes émoussés ou de croûtes plates. Les gorgones se fixent sur les récifs dans le moindre espace libre où elles peuvent accrocher leurs crampons au substrat dur, sur la pente récifale, sur des parois abruptes ou d'étroites plateformes. Elles s'accrochent au plafond des cavernes ou à des surplombs et de petites espèces peuvent étendre leurs fines branches pour se nicher dans des fissures étroites. Les gorgones sont parmi les sujets privilégiés des photographes sous-marins. Des plongeurs du monde entier ont fait de nombreuses et splendides photos sous-marines qui ont d'abord une valeur artistique. Il est en effet rarement possible de déterminer avec précision l'espèce de gorgone représentée sur les photos. Jacqueline reste un peu au-dessus, je descends encore, le phare trouve toute son utilité. Environ une centaine d'espèces de gorgones ont été découvertes dans les eaux autour de la Nouvelle-Calédonie. Certaines n'ont été observées qu'une seule fois en spécimen isolé.
Cependant, plus de 80 espèces ont été rencontrées à maintes reprises. Un certain nombre d'entre elles sont présentes tout autour de l'île, tandis que d'autres se limitent à certaines zones. Beaucoup de gorgones sont largement réparties dans le lagon ou sur la pente récifale externe, et certains grands éventails et longs fouets apparaissant sur des pentes abruptes ou sur des rochers coralliens sont de véritables points de repère dans le paysage sous-marin. D'autres espèces se rassemblent en colonies sur les corniches rocheuses ou sous les surplombs. Bien que souvent en petit nombre, certaines forment des populations remarquablement denses comprenant des milliers de gorgones. La pente descend ainsi jusqu'aux abysses, il y a de moins en moins de poissons. Inutile de descendre au-delà des 25 mètres, si ce n'est pour observer les octocorallières, les gorgones. On trouve celles-ci jusqu'à plus de 1000 mètres. Nous nous arrêtons vers 70 mètres. Plonger à ces profondeurs exige une grande concentration, beaucoup de matériel et d'efforts, car il faut se charger en plus d'une bouteille remplie à 50% d'oxygène pour nous permettre d'écourter les paliers. Au-delà de 80 mètres, la plongée devient encore plus technique et seuls quelques spécialistes descendent au-delà des 120 mètres avec des mélanges ternaires très complexes à calculer. Pour nous, dans une autre vie peut-être. Oui, oui, j'arrive, un peu de patience. Voici les alcyonnaires ou coraux. Gorgé d'eau, tout polype déployé, et voici le même, rétracté. Allez, il est temps de remonter, il va y avoir un paquet de paliers à se taper. Nous retrouvons notre plateau vers les 20 mètres et un énorme banc de priacanthes. Tiens, 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 un requin gris en maraude, en quête d'une proie facile. Allez, encore un peu de courage, l'ancre est juste derrière cette arche. Dans la passe, changement d'ambiance. Le corail est beaucoup moins riche, beaucoup moins exubérant. La visibilité est beaucoup moins bonne. Il y a des particules en suspension, mais alors, quelle faune! À l'entrée de la passe, les alcyonnaires et les gorgones peuvent encore s'accrocher, mais dans une dizaine de mètres, la violence des flux entrant et sortant laminera complètement le fond. C'est dans les passes que se concentre la majorité des poissons, attirés par l'abondance de nourriture provenant du lagon. Sur le côté de la passe, le tombant est presque vertical et je vais suivre cette raie qui me mène directement vers deux belles loches truites. Ces mérous doivent leur nom à la ressemblance de leur gueule avec celle des salmonidés, mais je préfère de loin leur deuxième nom, mérou grass kelly. C'est plus joli, non ?
Je retrouve la raie un peu plus loin, posée sur le fond. À cet endroit, rien ne pousse. Des cailloux, du sable, quelques rares algues peuvent s'accrocher au rocher et c'est tout. C'est en s'approchant du tombant, là où le courant est moins fort, que l'on trouve les requins pointe blanche. Ceux-ci se reposent le jour, ce sont des prédateurs essentiellement nocturnes. Appelé aussi requin corail, il n'est absolument pas dangereux, sauf quand on le dérange, quand il est au repos dans une grotte. Le baliste possède un système de défense assez sophistiqué. Il dresse le premier rayon de sa nageoire dorsale et bloque celui-ci avec le deuxième rayon. Impossible de le décoincer. Ce diodon a dû être dérangé car la journée, il quitte rarement la zone d'ombre qui l'abrite. Le petit labre nettoyeur inspecte la murène. Bon, tout a l'air propre. Allez, allons voir ailleurs. Par contre, là, il y a l'air d'avoir du boulot, mais c'est la crevette qui s'en charge. Mesurant moins de 10 cm de long, bien dissimulé dans l'ombre des grottes, c'est grâce au phare que l'on trouve les rascasse-feuilles. On les appelle ainsi car elles ballottent dans le courant comme une feuille au gré du vent. Moi, j'aurais plutôt appelé ça rascasse-algue. Juste avant de pénétrer dans le lagon, on trouve une caverne où les poissons soldats trouvent refuge. Souvent, un nuage d'alevins s'y abrite également car le courant y est nul. Bien à l'abri dans ce calme garde-manger, une loche saumonée n'a qu'à se gaver de cette manne. Complètement protégée du flux, cette grotte domine le fond de la passe de Dimbéa et c'est un point d'observation idéal car juste en dessous, il y a presque toujours un grand rassemblement de requins gris. Le jour, ceux-ci se livrent invariablement au même manège. Ils remontent paresseusement le courant, puis se laissent dériver avant de retourner vers le lagon. À la tombée de la nuit, ou quand le jour se lève, l'atmosphère doit changer, mais personne n'a encore été voir. Les requins gris sont l'attraction majeure de la plongée dans la passe de Dimbéa. Il y en a autant qu'à Rangiroa et, fascinés sans doute par le danger potentiel que représente cette meute, nous ne nous sommes jamais lassés de ce spectacle. On a beau s'habituer à leur présence, c'est quand même un peu le grand frisson. C'est un requin de taille moyenne, les plus gros atteignant 2,50 m. Il est impliqué dans la grande majorité des accidents en Océanie où il est réputé agressif. La majorité des accidents concernent les chasseurs ainsi que quelques attaques de surfeurs. Il est en général indifférent aux plongeurs, mais nous avons été une fois raccompagnés jusqu'à la surface à Raiatea par 3 grosses femelles dont le comportement nous semblait de plus en plus inquisiteur, voire nerveux, sans doute dû au sens de la territorialité de ce squale. De nombreux accidents ont été suscités par le nourrissage ou shark feeding car, excités par la nourriture, les requins gris, surtout en banc, sont capables de frénésies alimentaires au cours desquelles ils sont particulièrement dangereux. Au fond de la passe, à environ 35 mètres, une stèle a été déposée en hommage à un marin disparu. Autour de la stèle, des priacantes et des carangues cherchent leur pitance dans le courant.
La limite entre les eaux chargées du lagon et les eaux claires du large est ici bien souvent visible. En remontant, je rencontre un aptéiste hors pair. Ce serpent marin est en effet capable de plonger à plus de 50 mètres tout en restant plus d'une heure. Mais le grand événement dans la passe a lieu d'octobre à novembre. C'est le rassemblement des loches marbrées pour la reproduction. D'ordinaire solitaires, on les retrouve alors par centaines pour cet événement. On assiste alors à de véritables combats entre mâles avec poursuites et morsures parfois impressionnantes. Vainqueur ou perdant, en tout cas cette nuit, il serait étonnant qu'il échappe aux requins. Un requin gris affamé aimerait bien goûter de la loche, mais celles-ci sont trop rapides pour lui pour l'instant. Une raie à taches noires remonte tranquillement le courant. Malgré sa queue bien armée de dards, cette espèce n'est pas agressive et souvent familière, elle vient volontiers au devant du plongeur. Ce dernier évitera alors les gestes brusques et calme, profitera du spectacle. Autre temps fort d'une plongée en passe, la rencontre avec une manta. Les mantas sont assez fréquentes dans la passe car ils viennent se nourrir ou se faire nettoyer. Celle-ci cherche le nettoyage car sa nage est calme et sa gueule fermée. C'est quand elles se nourrissent qu'on les voit, gueule béante, effectuer des loopings dans des nuages de plancton. Oups, tu t'es approché trop près, ma belle. En remontant, la manta me montre un animal rarissime dans ses eaux, un requin-baleine. Malheureusement, il est beaucoup trop loin, beaucoup trop haut pour que je puisse le rattraper.